Bonjour, on va commencer sans plus tarder. Ça me fait plaisir de vous présenter Mélissa Martel, qui est une de mes collègues au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Elle travaille à Marie-Enfant depuis 2011. Elle enseigne également à l'Université de Montréal les maladies neuromusculaires. C'est une physiothérapeute dynamique qui a mis plusieurs choses sur pied, dont un programme de danse adapté pour notre clientèle présentant la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Elle a traduit des formulaires et plus récemment, suite à une formation spécifique sur l'analyse de la biomécanique du complexe cheville-pied, elle a mis en place un projet de recherche clinique dont elle va vous présenter les résultats aujourd'hui. Et donc, elle a gagné plusieurs bourses et prix pour son engagement et sa participation à la recherche elle s'implique activement auprès de notre clientèle, là, toujours avec objectif de favoriser une meilleure qualité de vie et optimiser la participation sociale de nos jeunes. Alors, sans plus attendre, Mélissa. Bonjour, merci Madeleine. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en partie mon projet, mais pour pouvoir vous situer un petit peu, j'ai quand même plusieurs diapositives avant. Puis, dans le fond, à la fin, j'ai des résultats. C'est des résultats préliminaires, puis c'est un projet pilote. Donc, je n'ai pas tous mes résultats actuellement. On est encore en cours dans le projet. Donc, je vais commencer rapidement. Je vais faire une petite révision de la neuropathie. Pour ceux qui sont moins familiers. Puis dans le fond, ensuite, je vais parler du pied cavovarus, puis je vais les séparer en plans. Je vais parler brièvement des orthèses plantaires dans le contexte des neuropathies, de l'évaluation du pied, de la façon dont moi je la fais pour faire les orthèses, des stratégies d'ajustement d'orthèses, puis ensuite, je vais parler plus en détail du projet, de la méthodologie et des évaluations, des analyses qu'on a fait pour le moment. Donc, pour la neuropathie, dans le fond, c'est une maladie qui est héréditaire puis qui est lentement évolutive, dont la prévalence se situe entre 10 et 82,3 par 100 000 habitants. C'est une maladie qui atteint la gaine de myéline et ou les axones des neurones des nerfs périphériques. Ça entraîne un déficit sensoriel et des faiblesses musculaires en distal particulièrement, aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. En général, les faiblesses vont débuter aux muscles intrinsèques du pied, puis vont s'étendre ensuite à la jambe, particulièrement au cours fibulaire et au tibial antérieur. Ils vont souvent épargner les muscles qui sont antagonistes jusqu'à plus tard dans la maladie. Éventuellement, ils vont aussi devenir atteints, mais ça prend un peu plus de temps. Avec l'évolution de la maladie, ce qu'on va observer le plus fréquemment, c'est les déformations des pieds. C'est pas mal sur ça que je vais focusser aujourd'hui. Des troubles de la marche et de l'équilibre, des contractures aussi. Entre autres, au niveau des fléchisseurs plantaires, il y a une corrélation significative entre la restriction en flexion dorsale et la présence du pied cavovarus. Puis, dans le fond, cette contracture-là va aussi contribuer à l'augmentation du cavus, donc du pied creux, en augmentant la force relative du tibial postérieur par rapport au tibial antérieur. En fait, si dans le fond, on a une bonne contracture au niveau du gastroc, le tibial antérieur n'est pas capable de faire sa job de façon adéquate et donc le tibial postérieur, qui lui est épargné par la maladie jusqu'à plus tard, il va être beaucoup plus fort par comparaison au tibial antérieur. Donc, dans les pieds cavovarus, la principale caractéristique, c'est que ça entraîne une diminution de la surface de contact du pied avec le sol. Le pied est beaucoup plus dans les airs, on pourrait dire, ce qui va entraîner une diminution de l'équilibre puis une présence d'instabilité aux chevilles. On va aussi observer souvent beaucoup de douleurs aux endroits où la pression va se concentrer, particulièrement sur le bord latéral du pied, la tête du premier méta, la tête du cinquième méta, des fois le bord latéral du talon aussi. Généralement, cette déformation-là va augmenter en sévérité et en rigidité au fur et à mesure que la maladie va progresser. Puis ça représente 40 à 80 de la population Charcot-Marie-Tooth qui ont des pieds cavovarus. Je l'ai séparé un petit peu dans la population pédiatrique, qui est la population qui m'intéresse plus. En fait, durant l'enfance, c'est plus 11 %. Puis éventuellement, à l'adolescence, on se retrouve plus autour de 63 % des jeunes qui ont un pied cavovarus. Puis au niveau des douleurs, la seule chose que j'avais oublié de dire, c'est que 60 % des jeunes qui ont des CMT, qui ont des pieds cavovarus, ont de la douleur. Fait que c'est quand même une grosse proportion de jeunes qui ont de la douleur aux pieds. On va aussi remarquer des troubles de la marche. J'ai mis que les principaux, là, il y a beaucoup plus d'éléments que ça, mais dont l'hyperextension au genou, la supination augmentée du pied à la marche, puis les pieds tombants par la faiblesse des fléchisseurs dorsaux.
Donc, je vais parler un peu du pied cavovarus un peu plus en détail. Donc, dans le plan sagittal, ce sera pas long. Je vais tous vous les sortir, ça va aller plus rapidement. OK. Ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qui est plus particulier, là, je ne ferai pas nécessairement le tour au complet, ce qu'on observe, c'est la ligne verte qu'on voit ici. En fait, c'est la flexion plantaire du premier rayon. C'est pas mal la première chose qui apparaît chez le pied, dans le pied cavovarus chez nos neuropathes. Puis en fait, là, cette flexion, excusez, j'ai besoin de mon petit truc. Cette flexion plantaire-là du premier rayon va être entraînée par le long fibulaire, qui, lui, est pas mal épargné dans la maladie en présence d'une faiblesse du tibial antérieur. Fait qu'il ne peut pas contrer l'action du long fibulaire et donc on a une flexion plantaire du premier rayon. D'ailleurs, si vous avez des questions, je ne l'ai pas dit au début, pendant, c'est plus facile pour moi quasiment de répondre sur le coup. Si vous en avez après, ça ne me dérange pas non plus, mais si vous en avez pendant, gênez-vous pas de les poser en même temps que je parle. Donc, en fait, c'est ça. Ça entraîne la flexion plantaire du premier rayon. Cette flexion plantaire-là, on voit que ça augmente la hauteur de mon arche plantaire. Automatiquement, juste cette flexion plantaire-là fait qu'on a un pied plus creux. Et donc, éventuellement, on va également observer l'aponévrose qui va être raccourcie, ce qui, ça aussi, dans le fond, contribue à augmenter la hauteur de mon arche plantaire. Puis, on va observer au niveau des orteils en marteau. Éventuellement. C'est créé par un débalancement entre les muscles intrinsèques au niveau du pied qui, eux, sont atteints, et les muscles extrinsèques du pied, les longs fléchisseurs et longs extenseurs des orteils, qui sont beaucoup moins atteints ou atteints plus tard dans la maladie, qui vont entraîner, dans le fond, une flexion dorsale des métatarsophalangiennes avec une flexion plus plantaire des IP, donc nos orteils en marteau. Ça va jusqu'ici? Donc, dans le plan frontal, dans le fond, là, je vous ai mis un peu l'alignement idéal qu'on aimerait avoir. Si on voit bien que c'est le calcanéum de dos. Donc, ce qu'on veut, le point de contact avec le sol, on veut que ce soit le condyle médial calcanéen qu'on voit avec la petite ligne verte. Puis la ligne de gravité, généralement un petit peu latérale à ça, ce qui est quand même entraîne un petit moment d'inversion généralement dans le pied normal. Ce qu'on va observer, par contre, dans le pied cavovarus, la ligne de gravité est beaucoup plus latérale encore. Donc, on a un moment d'inversion beaucoup plus important au niveau du pied. Le calcaneus va être en inversion. Ce n'est pas une surprise. Le naviculaire et le premier rayon vont être en éversion, ce qui entraîne au niveau de l'avant-pied un valgus en général. Donc, l'avant-pied va généralement être en valgus, donc à l'opposé de ma déformation de l'arrière-pied qui est en varus. Le varus de l'arrière-pied, en général, va être entraîné par deux choses. Un mécanisme compensatoire à cause de la flexion plantaire du premier rayon anormal, que je vous ai expliqué comment il est arrivé tantôt. Dans le fond, comme on est en flexion plantaire au premier rayon, quand on va marcher, le premier rayon va atteindre le sol beaucoup plus rapidement qu'il devrait parce qu'il est en flexion plantaire. Ce que ça crée, c'est que ça va stopper la progression du pied. Généralement, le pied, à un certain moment, en appui, va aller en éversion pour absorber le choc de la marche. Ça ne pourra pas se produire parce que le premier rayon, il tombe dans la flexion plantaire et donc il atteint le sol beaucoup plus rapidement. Donc, le pied n'ira jamais en éversion durant le cycle de marche et donc va rester en inversion, ce qui a fini par entraîner éventuellement mon varus d'arrière-pied ou mon inversion. Puis, en fait, il y a aussi le fait qu'on a un débalancement entre le tibial postérieur et le court fibulaire. Donc, tout ça ensemble, là, le tibial postérieur qui fait de l'inversion et le court fibulaire qui fait de l'éversion. Donc, l'éversion va être faible, l'inversion va être forte. Donc, en plus, on entraîne encore plus notre varus d'arrière-pied. Est-ce que c'est clair? Oui? C'est bon. Au niveau du plan transverse, j'ai mis ici ce qu'on veut obtenir chez un pied normal. Donc, on voudrait que la bisection du pied, si on le divise en deux, passe dans le milieu du talon et entre les têtes des métatarses 2 et 3. Ce qu'on observe chez nos pieds cavovarus, c'est ce qu'on voit sur l'image ici. On a une ligne de gravité plus latérale, donc le poids plus à l'extérieur. Et puis, un ADD de tout le premier rayon, ce qui crée un pied en adduction, donc tout l'avant-pied qui va être en adduction. Donc, je vais passer à l'évaluation du pied. En fait, c'est des façons d'évaluer le pied
de façon un petit peu plus précise que ce qu'on fait généralement d'habitude, pour essayer de baser, dans le fond, nos mesures d'orthèse sur quelque chose d'un petit peu plus objectif que ce qu'on voit quand on regarde le patient marcher. Donc, en fait, l'évaluation du pied, ce que je veux, dans le fond, c'est avoir un peu la forme du pied en congruence. Donc, sa forme normale hors charge, puis la mobilité des articulations en chaîne ouverte. Parce que ça va me révéler un peu l'état de maturité du squelette, l'histoire de mise en charge, l'alignement désiré pour avoir un levier optimal pour la propulsion, puis pour une meilleure efficacité énergétique. Puis, en fait, le gros point de ça, c'est que ça va me permettre de considérer la capacité du pied à se corriger dans mon orthèse. Ça prend vraiment une évaluation fonctionnelle du pied pour voir est-ce que mon orthèse va être capable de faire sa job, de corriger mon pied ou pas. La première chose que j'évalue, qu'on fait régulièrement en physio, la flexion dorsale de l'arrière-pied. En fait, c'est une procédure pour tenter d'éliminer un peu le risque d'erreur, parce qu'on sait très bien qu'au goniométrie, le risque d'erreur est assez grand. On a une très pauvre fidélité intra et inter dans tout ce qui sort en littérature au niveau de la goniométrie. Puis, entre autres, selon Bovens, la variabilité pourrait se situer entre 5 et 16 degrés en intra-évaluateur, ce qui est vraiment pas très, très bon si on regarde ça. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer de standardiser un peu la procédure pour que ça soit un petit peu plus fiable. En fait, il y a des études qui ont rapporté des meilleures fidélités en utilisant des positions plus standardisées, puis en marquant les repères anatomiques. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Parce que sinon, ce qu'on retrouve dans la littérature, ce qui suggère d'utiliser pour être super fiable, c'est d'utiliser des radiographies, de la photographie, du marquage de repères, et en plus d'utiliser des outils qui demandent une installation là, de quasiment visser la jambe dans une affaire, puis de placer ça sur le côté. C'est vraiment très, très long. On regarde ça sur les images, puis on se doute que ça va prendre 10 minutes par pied pour évaluer de la flexion dorsale, ce qui est cliniquement un peu impossible si on pense qu'on va vouloir mesurer plus qu'une articulation. Fait que le but ici, c'est de trouver quelque chose d'un peu plus réaliste, qui ne sera pas nécessairement ça sera pas aussi fiable qu'une radiographie, mais qui va être quand même faisable dans un contexte clinique, mais un peu plus fidèle d'une personne à l'autre et surtout de moi-même à moi-même, finalement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est basé sur un protocole qui a été développé par Beverly Cusick, qui est physiothérapeute aux États-Unis. En fait, le but, c'est de toujours faire tout le monde pareil. C'est un peu ça. Donc, on place tous nos patients en décubitus ventral. Pourquoi? Premièrement, c'est une position qui est standardisée, qu'on a choisie comme ça, puis parce que ça permet d'éviter la flexion du genou. Parce que quand on va chercher notre flexion dorsale, on a une petite tendance à amener ne serait-ce qu'un tout petit peu de flexion du genou. Puis dans les dernières études que j'ai trouvées, même en bas de 20 degrés de flexion du genou, ça serait suffisant pour entraîner une augmentation significative de la flexion dorsale. C'est pas beaucoup, 20 degrés de flexion du genou, là. On pourrait même pas s'en rendre compte puis l'avoir créé. Fait qu'on augmente notre degré de flexion dorsale déjà juste en positionnant sur le dos si on entraîne un petit peu de flexion. En étant sur le ventre, on évite cette erreur-là. Le placement des mains. Donc, la technique qu'on utilise, c'est que tout le monde place ses mains au même endroit. Je vais vous montrer tantôt, j'ai une petite vidéo pour vous montrer celui-là. Sur la photo, on voit quand même, il y a une des mains qui est placée à la bonne place. Là, l'autre main n'est pas placée au bon endroit, mais celle qu'on voit dans les sulcus, ici, dans le fond, c'est pour aller trouver notre position neutre. Donc, la main est toujours au même endroit, puis l'autre main aussi est toujours au même endroit. Je vais vous montrer ça sur la vidéo tantôt. Le marquage des repères. Donc, on va aller trouver nos repères osseux et les dessiner. Puis la position du pied qui va être au neutre, pour justement éviter qu'on ait des positions de pied différentes. C'est sûr que je dois dire que ça prend une certaine habitude pour être capable d'être fidèle d'une fois à l'autre pour la position neutre du pied. Ça prend un certain temps pour s'habituer. Mais dans le fond, c'est important parce que juste le fait d'être en éversion du pied, ça augmente de 8 à 10 degrés notre mesure de flexion dorsale, ce qui est énorme. Fait que ça pourrait masquer, dans le fond, des diminutions de flexion dorsale juste parce qu'on a légèrement entraîné le pied en éversion. Puis d'ailleurs, le positionnement des mains fait qu'on sent plus si on amène en éversion parce que ça nous oblige, si on fait de l'éversion, ça nous oblige à tirer le pied avec le poignet en flexion ou en extension, et donc on le sent qu'on est en train de créer un moment d'éversion. Donc, on va aller mesurer le genou en extension et genou fléchi, puis on va faire un R1, un R1 et un R2. Je vous montre un petit peu. Donc, on voit en ce moment, je suis en train de tracer mes repères. Fait que je prends le milieu de la malléole externe. Je vais chercher la tête de la fibula.
Ce qui est important, c'est que vous voyez, là, je bouge la peau pour la trouver, mais après ça, je me place dessus pour ne pas promener ma peau parce qu'automatiquement, quand j'enlève mes doigts, je n'ai plus le même repère. Je prends le centre encore une fois. Je vais tracer une ligne qui relie les deux. Dans le fond, je veux représenter, elle se trouve où ma fibula, en fait. C'est juste ça mon plan. Ensuite, les mains. Donc, je place mes mains au niveau des sulcus pour aller trouver mon neutre. Puis l'autre main, c'est la position. La position est importante. C'est celle-là. Puis pour les plus grands pieds, la position adaptée que je vais faire après, parce que ça, c'est pas un pied d'enfant, c'est un pied d'adulte. Là, je viens de trouver mon R1. Pour mesurer, vous allez voir, je vais changer ma position. Le but, c'est d'écraser bien le pad du talon, parce que ce que je veux mesurer, c'est mon arrière-pied et non mon avant-pied. Fait que je veux vraiment mesurer avec le calcanéum et non avec mon 5e méta. C'est la diapo que j'ai sautée d'ailleurs. Je vais revenir dessus tantôt pour le reprendre. Puis là, je suis en train de faire le R2. Je dois m'aligner de façon parallèle. Là, je ne le suis plus, là, je vais me changer. De façon parallèle, dans le fond, à ma petite... à la barre que j'ai fait au niveau de la fibula pour essayer le plus possible d'être fidèle. Donc, c'est ça, la technique. Je le fais à partir du 5e méta parce que trop de mouvements... C'est ça, c'est la diapo que j'ai sautée. C'est généralement mesuré avec le 5e méta. Sauf qu'il y a énormément de flexion dorsale au mid-tarse. Fait que le problème qu'on crée, c'est qu'encore une fois, on cache une diminution de flexion dorsale par le fait qu'on mesure aussi tout ce qui se passe au niveau de l'avant-pied. Fait que c'est comme si on mesurait une addition de flexion dorsale d'arrière-pied puis d'avant-pied. On ne mesure pas vraiment la souplesse du gastroc. Dans ce temps-là, on mesure comme un peu la souplesse du gastroc, du pied, puis de plein de choses en même temps. Et donc, le but, c'est d'essayer de séparer les deux, de faire que l'arrière-pied et que l'avant-pied après. Là, je vais en parler après, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe vraiment au niveau de l'arrière-pied. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça sur l'enregistrement. Donc, on me demandait comment qu'on trouve finalement la position neutre, dépendamment des déformations. En général, c'est quand même assez facile à sentir. Généralement, dans le fond, dans tes sulcus, tu vas bien sentir les gens qui sont très déformés, tu sens qu'un côté, finalement, du talus, mais ce que tu veux avoir, c'est les deux trous égales. Ça a l'air un peu poche de dire ça comme ça, là. C'est d'obtenir, dans le fond, la même distance entre tes deux doigts quand tu bouges ton pied. C'est sûr que les gens qui sont déformés et rigides, tu n'arrives jamais à une position neutre officielle, mais dans le fond, ce que je vais faire dans ce temps-là, puis moi, les miens sont en cavovarus. Fait que c'est sûr que ce qui me facilite la vie, c'est qu'il y a moins de différence entre la position neutre et la position en supination du pied qu'en éversion. Là, je me mélange dans mes termes, là, mais en tout cas, en éversion et inversion, il y a moins de différence. Fait que dans le fond, si je mesure mon pied, si je me mettais complètement en inversion puis je mesure ma flexion dorsale, je vais avoir une différence avec la position neutre de 2 à 3 degrés. Ce qui est vraiment moins grand que si je m'en vais complètement en inversion, qui là, c'est 8 à 10 degrés. Fait qu'à la limite, je vais noter sur mon formulaire que ben là, je l'ai mesuré à tant de degrés de varus parce que je n'ai pas de possibilité de le corriger puis je ne suis pas capable parce qu'il est rigide. Mais en général, j'arrive assez généralement à trouver la position vraiment neutre du pied, là où les deux sulcus sont égaux. Ça répond-tu? Oui, OK, c'est bon. Donc, on a commencé à essayer d'évaluer la fidélité intra-évaluateur de ces mesures-là. Ça, c'est sûr que c'est la fidélité intra-évaluateur d'un seul évaluateur étant moi. OK? Fait que dans le fond, c'est ce que ça donne pour le moment. Je vais vous les montrer pour chaque mesure, ce qu'on a sorti. C'est sûr que là, on essaie d'évaluer la fidélité avec un autre évaluateur, puis inter-évaluateur aussi, qu'on va sortir les données le plus possible. En fait, en ce moment, pour celle-là, je suis quand même assez satisfaite, parce que pour mon R1, j'ai une erreur de mesure de 3,6 degrés. Une variabilité, dans le fond, en haut et en bas de ma mesure de 3,6, ce qui est nettement en bas de 5 à 16 degrés. Fait que ça, j'en suis très heureuse. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, la flexion dorsale de l'arrière-pied. Le R1 et le R2, bien, j'ai un petit peu plus d'erreurs. Je suis à 5,3, mais ce qui se situe encore dans le bas des erreurs de mesure qu'on avait tantôt. Ensuite, je vais mesurer, là, je vais y aller avec mon 5e méta, puis je vais mesurer mon équin d'avant-pied. Parce que ça m'intéresse quand même de savoir si l'avant-pied, moi, chez les charcots, c'est l'inverse, si on est en équin. Donc, je n'aurai pas nécessairement la flexion dorsale dont je vous parlais tantôt, qui est très grande au niveau du mid-tarse. Chez eux, je vais avoir l'inverse. Mais ça, justement, ça me donnait des mesures de flexion dorsale qui étaient vraiment diminuées par rapport à ce qu'il y avait vraiment, parce qu'eux ont un équin de l'avant-pied.
Donc, l'équin de l'avant-pied, on le voit bien sur le pied qui est en bas ici. C'est l'avant-pied qui est vraiment en équin par rapport à l'arrière-pied. Donc, il y a vraiment un angle. Fait que c'est sûr que ça ne me donnait pas des bonnes mesures non plus quand je prenais le 5e méta pour ces jeunes-là, parce que ça me donnait des mesures vraiment diminuées de flexion dorsale. Donc là, je peux séparer les deux puis savoir est-ce que c'est mon avant-pied qui est en équin ou c'est mon arrière-pied ou c'est les deux. Pour cette mesure-là, j'ai une erreur de mesure de 3,5, donc ce qui est aussi bien. Ça, c'est en prenant les deux écarts types, là, donc c'est quand même, ça me donne vraiment une bonne idée de à quel point je rentre dans ma mesure. Ensuite, je vais mesurer ma position neutre subtalaire. C'est une mesure un peu plus complexe. En fait, ce que je veux chercher, c'est l'angle formé par la jambe et le calcanéus. Puis, dans le fond, c'est l'angle au neutre, donc la position neutre de ce patient-là. Ce que je recherche à savoir, c'est si dans le fond, je veux savoir si mon pied est mature. Je mets ça entre guillemets parce qu'on a tout un pied un peu différent. Ce qu'on s'attendrait d'un pied mature idéal, c'est que la base de la facette calcanéenne, qui est rouge ici, soit perpendiculaire à la bisection de la jambe, donc à 0 degré. C'est ce qu'on s'attendrait d'un pied idéal. Mais sinon, on observe quand même assez régulièrement des pieds qui sont en léger varus ou très rarement en léger valgus, mais c'est de quelques degrés. Là. Ça, c'est des degrés qui ressemblent. Généralement, ça varie de 3-4 degrés. Ce n'est pas des grosses mesures. Donc, en fait, dans cette mesure-là, j'ai une erreur de mesure de 2,2, ce qui pourrait sembler très bien, mais comme c'est une mesure qui est généralement jusqu'à 4 degrés, ce n'est pas extraordinaire. Fait que c'est celle-là sur laquelle je voudrais retravailler un petit peu, voir qu'est-ce qui fait que j'ai une erreur de mesure, parce que c'est sûr que 2,2 degrés, c'est pas énorme, sauf que c'est sur environ 4 degrés, donc c'est quand même pas loin de la moitié de ma mesure, fait que j'aime un peu moins celle-là. Ensuite, je vais mesurer l'alignement des têtes des métatarses en position neutre du pied. Je vais aller voir les métas 1 à 5, puis aussi l'alignement des métas 2 à 5, puis je vais vous expliquer pourquoi je sépare ça. Dans le fond, ce qu'on recherche, c'est l'alignement du pied mature idéal, encore une fois. Ce serait que les têtes des métatarses soient vraiment parallèles à la facette calcanéenne, et donc pas en valgus, pas en varus, neutre. Ce qu'on observe, par contre, dans le pied Charcot, généralement, le valgus de l'avant-pied qu'on voit ici, qui est dans le fond un statut d'éversion des têtes des métas par rapport à la base de la facette. Donc, on va observer que le premier méta est plus bas pas mal que les autres. On va aussi assez souvent voir chez nos Charcots le valgus des métas 1 à 5, mais un varus des métas 2 à 5. Donc, le premier est en valgus, puis les autres sont en varus. C'est ce qu'on voit un peu sur ce pied-là ici. Donc, le premier est beaucoup plus bas, mais les autres sont en varus. Ce que ça crée, puis on le voit assez rapidement si on regarde le dessous du pied, ça fait un trou. Ça fait comme un creux dans le centre au niveau des métas 2, peut-être méta 2, 3, 4. Souvent, c'est là où on sait qu'il n'y a pas de charge, finalement. C'est là qu'on sait que debout, ces métas-là sont probablement dans les airs, puis qu'on a probablement quelqu'un qui a des callosités à tête méta 5, tête méta 1, parce que c'est les seuls qui sont en charge, puis dans le milieu, on a un trou, on a un vide. Fait que ça, c'est assez fréquent chez les Charcots. Je dirais que de mon expérience, de ce que j'ai vu jusqu'ici, au moins la moitié ont un pied comme celui-là. Bon. Sur ces mesures-là, des métas 1 à 5, j'ai une erreur de mesure de 3,7. Je passe pas beaucoup de temps là-dessus parce que c'est quand même des graphiques puis c'est pas palpitant, mais c'est pour vous montrer un petit peu que j'ai quand même des bonnes mesures pour le moment, des bonnes fidélités intra. Donc, une erreur de 3,7 sur cette mesure-là, puis de 2 à 5 de 4, ce qui se ressemble relativement, qui est encore en dessous de 5 à 16. Donc, je vais aussi aller voir, j'ai parlé tantôt que l'avant-pied était généralement en ADD. Pas chez tous les jeunes, mais ça finit par s'en aller vers de l'adduction. Dans le fond, je vais mesurer tout simplement l'angle qu'on voit ici. Donc, qui passe entre le milieu du talon et les métas 2, 3. Donc, je veux savoir un petit peu à quel point j'ai de l'ADD dans mon pied. Puis, je vais mesurer mon éversion de la cheville, tout simplement pour savoir si j'ai un pied rigide ou si j'ai pas un pied rigide, là, pour avoir une bonne idée à quel point je peux aller en éversion avec ce pied-là ou pas. Au niveau de la fidélité, au niveau de l'ADD de l'avant-pied, j'ai une erreur de mesure de 5,6.
Puis de l'éversion de 0.8, ça a l'air extraordinaire, mais c'est sûr que l'éversion est assez stable d'une personne à une autre quand on n'a pas de raideur. On a une éversion d'autour de 10 degrés chez pas mal tout le monde. Fait que nos jeunes avaient à peu près tous un 9, 10, 11 degrés. Fait que c'était pas... fait que c'est pas... c'est bon, mais ça paraît moins quand on remarque que tout le monde a à peu près la même mesure. Ensuite, je vais mesurer l'extension de la luxe. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai besoin d'au moins 65 degrés pour avoir une propulsion qui est efficace vers l'avant. Fait que c'est sûr que si je suis en bas de ça, il va falloir que j'aille adapter la chaussure, que j'aille trouver une solution pour être capable d'imiter ma flexion dorsale de la luxe, donc mon extension. Puis, je vais aller voir ce qu'on appelle le pied Morton, où, dans le fond, la mesure de différence de longueur du premier et du deuxième méta, on voit quand même bien, surtout sur la radiographie ici. Chez certaines personnes, c'est un signe de maturité squelettique. C'est comme si le premier méta n'avait pas poussé autant que les autres. Il est vraiment plus court, au-delà de 3 mm. Ce que ça fait, c'est qu'il n'est pas capable d'atteindre le sol de façon adéquate. Ça fait souvent des gens qui marchent, qui tombent un peu en valgus, même avec des pieds varus, ça arrive, là, qui vont tomber vers le valgus pour faire leur propulsion parce que le premier est beaucoup trop court. Puis éventuellement, ça va souvent entraîner des hallux valgus pour compenser un peu. Puis j'ai aussi à mesurer ma longueur des membres inférieurs juste pour savoir si j'ai besoin de compenser ça dans mon orthèse ou pas. Au niveau de l'extension de la luxe, j'ai une moins bonne mesure. J'étais à 10 degrés d'erreur. C'est sûr que c'est sur un beaucoup plus grand range, donc j'ai jusqu'à 120 degrés d'extension. C'est sûr que c'est sur un plus grand range. On est encore dans le 5 à 16, donc c'est pas en dehors de ce qu'on observe, mais c'est le genre de mesure que là, j'irai revoir peut-être mes repères, voir pourquoi j'ai une plus grosse erreur sur celle-là particulièrement, parce que les autres, je suis tout autour de 5 degrés et en bas. Ensuite, je vais aller voir en charge, parce que c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe en mise en charge. Donc là, je veux savoir l'inclinaison de la base de la facette calcanéenne, mais debout. Donc, je veux savoir en position debout, avec mon inclinomètre, de quoi ça a l'air. Fait que là, je retrace ma base, puis je vais aller placer mon inclinomètre pour aller voir ce que j'ai comme varus ou comme valgus à l'arrière-pied. Donc, sur ça, j'ai une erreur de 2,9, ce qui semble bien aussi. Ça, celle-là, c'est quand même bon. Je vais quand même aller voir ma jambe, elle est positionnée comment, juste pour avoir une petite idée si, en général, avec la position de la jambe, si je suis en inversion ou en éversion quand je suis debout. Pourquoi? Parce qu'avec nos pieds varus, si en plus j'ai une jambe qui est aussi varus, bien là, je vais être en inversion, mais beaucoup. Et donc, je suis à risque de me faire des entorses beaucoup plus que quelqu'un qui compense avec une jambe en valgus. C'est clair? Puis l'inverse est aussi vrai. Là, je pourrais être... Si les jeunes qui sont en valgus pourraient être tellement en valgus qu'ils sont au top de leur éversion possible, puis que là, qui n'ont pas de possibilité de pouvoir, dans le fond, sur du terrain inégal, s'ajuster parce qu'ils sont au bout de leur articulation. Fait que c'est quand même intéressant d'aller voir dans quelle position debout se trouve ma cheville. La dernière chose que j'évalue, c'est la correction manuelle du pied en mise en charge. Donc, est-ce que je suis capable de corriger mon pied avec mes deux mains? Pourquoi? Bien, ça me permet de prédire la résistance à la correction dans l'orthèse. Parce qu'en fait, si avec mes deux mains, je suis aucunement capable de corriger le pied, c'est sûr que l'orthèse ne sera pas capable de le faire. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que, dans le fond, comme j'ai écrit ici, c'est une surélévation du talon pour être nécessaire pour permettre la correction. Pourquoi? Parce que ça me permet de relâcher mon gastroc, qui, lui, tire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon calcanéum. Et donc, si je le relâche, ce que j'ai, c'est que ça rend disponible la mobilité de mon calcanéum. Puis là, je suis capable d'aller corriger mon varus. Des fois, il est tellement raide que peu importe la quantité que je mets, je ne pourrai pas aller corriger mon varus. Et c'est là que je vais compenser au lieu de corriger, mais ça, je vais tout revenir là-dessus quand je vais parler des corrections d'orthèse. Donc, justement, les orthèses plantaires. En fait, mais je voulais juste faire un peu de contexte avec les neuropathes ou Charcot-Marie-Tooth. Les orthèses sont souvent prescrites. Les orthèses plantaires assez at large, en fait, mais sont peu portées. De ce que je peux voir de mes propres patients, ce qu'on me rapporte, c'est soit qu'ils sont peu tolérés, là, c'est pas confortable, c'est douloureux, ou le changement n'est pas assez grand pour qu'ils aient envie de les porter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont obligés de mettre des souliers plus running shoes, donc certaines filles, entre autres, qui préféreraient porter des ballerines, qui ne peuvent pas les porter. Donc, c'est sûr que si, en plus, ça ne crée pas un gros changement dans leur marche, dans leur douleur, bien, ils ne les porteront pas, ils vont les laisser dans le garde-robe.
C'est un peu ça qu'on voit le plus souvent en clinique. Je voulais aborder l'importance pour moi et de ce que je peux voir d'une intervention qui est précoce pour un peu ralentir la progression de déformation. Donc, de mettre des orthèses un peu plus rapidement aux jeunes, même s'ils commencent à peine à déformer vers le varus, justement pour tenter de ralentir la progression, mais aussi pour limiter l'apparition des compensations qu'on voit au niveau de la posture et du patron de marche. Puis les douleurs associées. On a quand même beaucoup de neuropathes avec des douleurs aux genoux, aux hanches, en lombaire, parce qu'ils ont adapté leur marche à leur pied, qui est quand même très rigide. Puis, dans le fond, possiblement, ce que j'ai lu dans 2 articles jusqu'ici, pourrait possiblement retarder la chirurgie, ce qu'on aimerait éventuellement évaluer, voir si effectivement ce type d'orthèse-là la retarde ou pas. On ne pense pas que ça l'empêcherait complètement, mais si ça le retardait déjà, ça serait déjà un point positif. Au niveau des avantages de porter les orthèses plantaires, bien, en fait, c'est que ça va permettre une répartition de la pression sous le pied, donc diminuer les douleurs et les callosités qu'on observe chez cette clientèle-là. Puis, de ce que j'ai pu lire aussi dans des articles sur les instabilités des chevilles, ça accélère l'activation musculaire du long fibulaire et du tibial antérieur. Donc, ça diminue le temps de réaction et donc, on diminue notre temps de risque d'entorse puis d'instabilité aux chevilles juste en portant des orthèses plantaires adaptées adéquatement pour le jeune, là. Justement parce que ça nous permet d'avoir cette activation musculaire-là un peu plus rapidement et donc de s'ajuster particulièrement sur terrain inégaux. Puis on sait que ces jeunes-là font beaucoup d'entorses. Ici, je vais vous apporter deux petits concepts. On les a appelés comme ça, mais ce qu'on a appelé les orthèses plantaires classiques, c'est les orthèses qu'on voit en général dans la population Charcot. Donc, les orthèses qui nous arrivent de l'extérieur, que les jeunes ont fait faire ailleurs, ou même qui ont fait faire des fois chez nous, sans qu'on soit au courant. C'est les orthèses qu'on voit en général. Dans le fond, dans ces orthèses-là, la conception de ces orthèses-là, mais dans le fond, les modifications de l'orthèse vont être apportées de façon systématique. Tu es un Charcot, tu vas avoir ces modifications-là dans ton orthèse automatiquement, sans évaluer la capacité du pied à s'adapter à ces corrections-là. C'est basé, dans le fond, sur la correction de toutes les déformations observées ou anticipées dans la maladie, alors qu'il y a certaines déformations qui sont rigides puis qui ne permettront pas au pied de s'adapter à ce type d'orthèse-là. La majorité de ces orthèses-là vont comporter pas mal tout le temps un biseau latéral, du calcanéum jusqu'aux têtes des métatarses, qui, dans le fond, amène le pied vers le valgus. Le but, c'est de corriger, dans le fond, le varus de l'arrière-pied. Puis, généralement, ils vont avoir une arche plantaire abaissée dans le but d'éviter l'aggravation du cavus puis de permettre à l'arche de s'abaisser. C'est ce qu'on voit le plus souvent dans ces orthèses-là. Il y a des fois des petites choses aux orteils, des trucs comme ça, mais en général, c'est ce qui se retrouve sur ces orthèses. À court terme, ça, c'est des données empiriques. Là. C'est des données que nous, on a remarquées. Que ça améliorait quand même la stabilité debout, que ça diminuait quand même la douleur chez certains jeunes qui présentent des pieds plus souples, mais qu'avec l'évolution de la maladie, ça ne corrigeait plus les déformations, que le jeune, il versait quand même dans son orthèse, puis que ça n'améliorait pas nécessairement le confort, puis ça n'améliorait pas non plus la stabilité. On voit quand même un exemple ici, là, c'est un exemple d'orthèse qu'on appelle classique. Là. Il y a pas, l'arche est beaucoup plus basse, il n'y a rien ici à l'avant-pied. Là, on ne voit pas le biseau parce que je n'étais pas capable de l'avoir sur ma photo, mais il y a un biseau latéral sur ces orthèses-là aussi. Ici, c'est les orthèses qu'on a commencé à développer, qu'on a appelées à surface de contact maximale, juste parce que notre but, c'est de répartir la surface de contact. Dans le fond, ils sont basés sur des mesures objectives, les mesures que je vous ai parlé tantôt. Dans le fond, ça va permettre, oui, de quantifier mes déformations du pied pour optimiser mes adaptations de l'orthèse, mais aussi d'évaluer, comme je disais tantôt, la capacité du pied à s'adapter aux ajustements. Puis là, je vais pouvoir baser mes orthèses sur ces mesures-là. Puis, ce qui est quand même assez nouveau dans ceux-là, parce qu'au niveau des autres orthèses, on voyait très peu de modifications au niveau de l'avant-pied, c'est qu'on les fait. Là, il y a vraiment tous les avant-pieds, tout l'avant de l'orthèse en général, tous nos jeunes ont quelque chose à l'avant-pied. C'est très rare que je vois un avant-pied très, très beau chez un Charcot. Généralement, il y a quelque chose à faire avec. Fait que dans les orthèses classiques, on voyait très, très peu de modifications de l'avant-pied. Donc, le but de ces orthèses-là, c'est de maximiser la surface de contact du pied avec le sol, de façon à favoriser une meilleure répartition de la pression sous le pied, de corriger mes déformations qui sont souples, mais d'aller soutenir mes déformations qui sont rigides, puis surtout de diminuer mes douleurs au point de pression habituel. En fait, il y a plusieurs auteurs là, qui ont évalué la normalisation de la pression sous le pied, dont 3 qui l'ont fait avec des Charcots.
Puis dans le fond, ce qui a été démontré, c'est que la normalisation de la pression sous le pied est un aspect critique pour l'amélioration des charcots. Que dans le fond, les orthèses plantaires sur mesure ont démontré que ça pouvait créer un changement significatif au niveau de la répartition de la pression. Et dans le fond, ça avait aussi un effet modéré sur la douleur au pied et la fonction. Fait que ça supporterait l'hypothèse que de répartir mieux ma pression, ça pourrait diminuer ma douleur au pied, clairement. Puis, il y a aussi un autre auteur qui a trouvé qu'il y a une bonne corrélation entre la normalisation des forces de réaction du sol, puis une augmentation de la fonction de la qualité de vie, puis une diminution de la douleur. Puis que ça a quand même été déjà investigué un tout petit peu, pas nécessairement avec ce type d'orthèse-là, mais que certaines orthèses sur mesure pourraient améliorer la pression et diminuer la douleur par le fait même. Donc, oui? Est-ce que ces orthèses-là sont payées par la RAMQ ou c'est les parents? C'est pareil comme les orthèses plantaires régulières, c'est pas payé par la RAMQ. Je pourrais vous expliquer comment nous, on a réussi à fonctionner dans ce contexte-là, là, quand je vais parler du projet, parce qu'effectivement, c'était un enjeu, là. On l'a réglé pour le moment, pour nous, pour le projet, là. C'est sûr que ça demande aux parents d'acheter l'orthèse plantaire comme ils feraient d'habitude avec l'orthèse classique. Fait que c'est sûr qu'il y a un enjeu de coût, là. C'est sûr que s'ils viennent de la faire, c'est moins tentant de dire, bien, il faudrait la recommencer demain matin, là. Je vais vous expliquer comment nous, on a fonctionné, mais... Donc, modification d'orthèse. En fait, afin de répartir efficacement ma pression sous le pied, les ajustements des orthèses doivent être effectués dans un ordre qui est précis. Fait que c'est sûr, la première chose que je vais ajuster, c'est mon arrière-pied, mais mon équin d'arrière-pied en premier. C'est la première chose que je vais aller voir parce que, comme j'ai dit tantôt, si je ne relâche pas mon gastroc, je ne suis pas capable d'aller corriger le restant. Fait que c'est sûr que c'est la première chose que je vais aller faire. Je vais positionner un petit talon. Là, je vais tout vous en reparler plus en détail. C'est juste pour que vous voyez en gros c'est quoi mes étapes. Je vais aussi corriger mon équin de l'avant-pied s'il y en a un. Je vais compenser la différence de longueur si j'ai besoin de le faire. Je vais adresser le varus de l'arrière-pied ensuite, une fois que j'ai eu la mobilité pour le faire en diminuant la tension de mes gastrocs. Ensuite, je vais aller accommoder l'avant-pied. Donc, une fois que j'ai fini avec l'arrière-pied, là, je m'en vais à l'avant-pied. Puis, je vais terminer par compenser le pied Morton. On se rappelle que c'est le premier méthode plus court, s'il y en a un. Donc, la première étape, qui est de compenser l'équin de l'arrière-pied et ou de l'avant-pied, là, dépendamment des jeunes. En fait, la raison pour laquelle je le fais, c'est pour optimiser la mise en charge, mettre la mise en charge sur le talon, entre autres. Ça peut être intéressant. Dans l'alignement du corps aussi, par le fait même, d'optimiser la distribution de la pression sous le pied, puis d'optimiser les réponses posturales puis le recrutement musculaire en mettant du poids sur mes talons, en fait. C'est ça, comme je dis, ça permet de relâcher la tension constante sur les gastrocs, mais aussi peut permettre de diminuer l'hyperextension du genou par le fait qu'on met un petit talon. Donc, au niveau du talon, quand j'ai un équin d'arrière-pied, je vais compenser la flexion plantaire de mon arrière-pied en mettant le petit talon, mais j'ai une hauteur maximale qui est de 15 degrés de flexion plantaire. Pour une raison simple, au-delà de 15 degrés, le jeune est comme projeté vers l'avant. Fait que là, finalement, je perds tout l'effet que je voulais de mettre du poids sur mes talons. Il va se ramasser avec beaucoup plus de poids sur son avant-pied. Fait qu'un jeune qui a un équin à plus de 15 degrés, bien, c'est sûr qu'il va falloir envisager de faire autre chose avant, d'aller mettre des plâtres, d'aller trouver une autre solution avant, parce que c'est pas réaliste de penser, puis de toute façon, 15 degrés, ça te fait un pas pire talon sur un soulier, fait que c'est sûr que ça rentre pas dans une chaussure, fait qu'il faudra en mettre une partie dedans, une partie à l'extérieur. C'est beaucoup trop difficile à gérer, donc si c'est plus de 15 degrés, je peux pas leur mettre des orthèses maintenant, il faut faire autre chose avant. Pour l'équin de l'avant-pied, je fais la même chose. Je mets un petit talon qui compense ce que j'ai de besoin pour combler le trou que ça crée, dans le fond, d'avoir un équin d'avant-pied. Là, on voyait bien, tantôt, là, on montrait bien que l'avant-pied était un peu comme en genre de triangle. Fait que mon but, c'est de mettre mon talon pour me ramasser que l'avant-pied est compensé. Et donc, on n'a plus ce trou-là, dans le fond, parce que ça crée un trou et au niveau de l'arche, mais à l'extérieur du pied, en latéral du pied, on voit souvent justement un petit triangle dans les airs. C'est ce qu'on observe généralement, puis ça fait qu'il n'y a pas de charge, là. Fait que le but, c'est de justement compenser ça, puis qu'on ait de la charge aussi partout à l'avant-pied. À cette étape-là, je vais aussi compenser mes différences de longueur, si j'en ai une, comme on ferait dans n'importe quelle orthèse. Ensuite, je vais voir le varus de l'arrière-pied. J'ai deux possibilités selon ma disponibilité articulaire. Soit que je le corrige si mon arrière-pied n'est pas rigide. Je vais faire exactement ce qu'on voit sur l'image ici. Fait que si je veux le corriger, je vais aller mettre un biseau. Ça, c'est un pied gauche. Puis je vais mettre un biseau qui est
latérale pour, dans le fond, amener le pied vers le valgus, dans le fond, pour corriger un peu ce que j'observe. Là, mon but, c'est de l'amener au neutre, en fait, de la ramener à 0. Par contre, je peux aussi aller le positionner à l'intérieur. C'est ce que j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux avec les jeunes qui ont des petits varus tout petits. Quand je vais trop le mettre à l'extérieur de l'orthèse, ça a tendance à amener aussi le talus et tout le restant de cette région aussi en valgus, ce que je ne veux pas avoir. Fait que quand je remarque que c'est qu'un petit varus et que je n'ai pas besoin d'une grande correction, je vais souvent aller porter juste une pastille, comme on voit ici, j'ai dessiné, là, c'est pas parfait, mais que j'ai dessiné à l'intérieur de l'orthèse ici, qui dans le fond se retrouve là à peu près comme on voit ici sur le pied, à la demi, vers le 2/3 du talon pour essayer de tenter de ramener mon pied vers le valgus. C'est sûr que si j'ai un énorme varus, bien, je pourrais combiner les deux aussi. Puis dans le fond, de mettre la pastille aussi, vous voyez que ça réduit un peu la largeur de ça en arrière, ce qui est souvent un problème dans les orthèses plantaires. C'est tellement large qu'ils ont la possibilité de verser dans leur orthèse plantaire et de revenir dans leur déformation facilement, ce que je veux empêcher avec ça, avec la petite pastille ici, parce qu'elle me permet de, en même temps, mettre ça beaucoup plus serré, donc mon calcanéum est un peu pris. Ce que j'aime, parce que ça l'empêche de verser. Ah, oui, j'ai pas dit. Si jamais c'est rigide, mais je vais faire l'inverse complètement. Je vais compenser parce que je veux pas que mon talon reste en charge que sur le bord latéral. Si je suis pas capable de le ramener puis que tout ce que je fais ne change rien, puis que j'ai encore mon talon en varus, mais j'ai le milieu, le médial de mon talon n'est pas en charge. J'aime pas ça, fait que je vais aller placer justement ma petite pastille, mais de l'autre côté, juste pour m'assurer qu'il y ait de la charge partout. Fait que dans le fond, là, je ne le corrige pas, je fais que compenser sa déformation pour qu'au moins, il n'y ait pas de callosité sur le bord extérieur du talon. Ensuite, je vais accommoder mon avant-pied. Donc, si j'ai un valgus de l'avant-pied, donc ce que je disais tantôt, le premier méta qui est plus bas que les autres, c'est comme une éversion finalement des têtes des métas. Ce que ça fait, c'est que le premier rayon atteint le sol plus tôt. On a déjà dit qu'en plus, on a une flexion plantaire du premier rayon. Là, on a un premier rayon qui atteint le sol vraiment, vraiment vite. Ça limite la pronation et donc l'absorption des chocs, comme je disais, fait que c'est important d'aller l'adresser. On va aller l'accommoder le plus possible pour éviter, parce que dans le fond, un pied en valgus, ce que ça crée, si je pourrais peut-être même je ne peux pas bouger d'ici, j'aurais pu le montrer avec mes propres pieds, mais dans le fond, ce que ça crée, c'est que si on est hors charge, là, on voit bien que dans le fond, tout le côté latéral du pied ne serait pas en charge. Fait que ce qu'on veut faire, c'est aller rejoindre le sol. Fait qu'on veut juste ramener le sol à cet avant-pied-là qui il est en charge pareil, là, parce qu'il n'y a pas personne qui se promène que sur ses bords médiaux d'avant-pied, mais le pied est fait comme ça. Fait que ce qu'on veut, c'est ramener notre sol le plus possible pour que le pied soit en charge partout. Fait qu'on le voit quand même ici, là, j'ai fait un petit dessin avec un petit triangle là, pour montrer que dans le fond, mon biseau, il ne serait jamais haut de même, là, mais mon biseau va être un petit peu plus haut au 5e, vers plus bas jusqu'au 2e état. Le premier, je le laisse toujours libre pour permettre une propulsion plus efficace. Fait que j'y touche pas. Si j'ai, ce qu'on a vu tantôt, un valgus des méta 1 à 5 et un varus des méta 2 à 5, donc le trou qu'on parlait dans le milieu du pied, on le voit quand même bien ici, je vais aller combler le trou, tout simplement. Fait que je ne veux pas que ça touche à mon premier et à mon 5e méta, parce qu'ils sont déjà beaucoup en charge. Ce que je veux faire, c'est aller mettre de la charge sur les autres pour répartir le poids. Donc, m'assurer que j'ai du poids sur 2, 3, 4, 2e, 3e, 4e tête de méta pour que la première et la 5e en aient un peu moins. Donc, c'est ce que je fais avec l'avant-pied ici. Puis, si j'ai un pied Morton, qui est la dernière chose que je corrige, je vous ai expliqué un peu tantôt la problématique du pied Morton. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller insérer, on le voit ici, un petit matériel qui est flexible parce que je veux quand même pas empêcher ma propulsion efficace, mais qui n'est pas compressible. Parce que je ne m'attends pas à ce que mon premier méta, à moins que l'enfant ait comme 4 ans et qu'il n'ait pas fini sa croissance, je ne m'attends pas nécessairement à ce que mon premier méta se mette à pousser. Donc, je ne m'attends pas à ce que éventuellement, ça se corrige. Fait que je vais mettre quelque chose qui ne s'écrasera pas sous le poids de la personne, mais qui va quand même être flexible pour ne pas limiter finalement ma propulsion. Donc, je vais aborder un peu mon projet. En fait, c'est un projet pilote qui est financé par la bourse du comité multidisciplinaire du CHU Sainte-Justine.
donc, qui est encore en cours. Donc, j'ai quelques résultats à vous présenter, mais on n'a pas terminé de le faire. Donc, les objectifs de ce projet-là, ben, l'objectif principal, c'est de comparer l'effet des nouvelles orthèses qu'on fait, les OP max, aux orthèses plantaires classiques qu'on voyait dans la population, sur la répartition de la pression sous le pied durant la marche chez les jeunes qui ont la neuropathie ou Charcot-Marie-Tooth. Puis on a quand même des objectifs secondaires à tout ça, là, fait qu'on regarde aussi la différence sur la cinématique de la cheville, du genou lors de la marche. On essaie de voir aussi l'effet sur le contrôle postural. On regarde aussi l'effet sur la douleur et tout ça, mais ça, c'est nos objectifs principaux. Au niveau du recrutement, notre but, c'est d'atteindre idéalement 20 jeunes âgés entre 7 et 18 ans. 7 ans parce qu'on fait une analyse de marche, puis on a remarqué que nos journées étaient très longues aussi, fait qu'en bas de 7 ans, c'était un peu difficile. Avec qui ont un diagnostic de neuropathie, puis qui présentent des pieds qui ont au moins commencé à aller vers le cavovarus. Ils sont recrutés à la clinique des maladies neuromusculaires du CRME du Sainte-Justine. Puis, ils sont évalués d'abord ou éventuellement en cours de route à l'aide de l'échelle CMT Pediatric Scale, qui est dans le fond une échelle qui est validée pour les jeunes de 3 à 18 ans qui ont le Charcot-Marie-Tooth. Puis ça me donne une bonne idée aussi de ma sévérité éventuellement pour pouvoir un peu analyser mes résultats, que ce soit un peu plus facile de classifier mes jeunes. Puis, dans le fond, c'est des jeunes qui portaient déjà des orthèses classiques depuis au moins 3 mois ou ceux qui accepteraient d'en porter avant que je fasse ces nouvelles orthèses pendant au moins 3 mois pour avoir le même port. Les critères d'exclusion. On a exclu les jeunes qui ont eu des chirurgies correctives des pieds parce qu'on ne savait pas trop quel impact ça aurait non plus sur nos orthèses, fait qu'on voulait y aller en premier seulement avec des jeunes qui n'avaient pas eu de chirurgie. Ceux qui portent des orthèses tibiales, parce que le but, c'est d'évaluer les orthèses plantaires et non les orthèses tibiales pour le moment. Puis le niveau de collaboration, parce que c'est des évaluations qui demandent quand même beaucoup de collaboration. Actuellement, on a 13 jeunes qui ont accepté de participer. On en a terminé 7. Donc, là, les autres qui ont accepté sont en cours. On est en train de les faire en ce moment. Donc, au niveau de la méthodologie, ce qu'on demande aux jeunes, comme je disais, c'est de porter les orthèses classiques pour 3 mois. Ensuite, après 3 mois, on fait toutes nos évaluations. Je vais toutes les énumérer tantôt. Puis, on fait aussi la prise d'empreinte des orthèses maximales, des nouvelles orthèses. 2 semaines plus tard, ils reviennent pour faire la réévaluation des déformations du pied parce que, comme vous avez vu tantôt, j'essaie d'avoir ma fidélité inter et intra. Donc, on refait encore nos mesures. Puis, on livre les orthèses en même temps pour limiter les rendez-vous. Puis, dans le fond, ensuite, ils doivent porter leurs orthèses maximales pendant 3 mois et on fait des évaluations. Les mêmes. Je vais toutes vous les expliquer. Au niveau de l'argent, parce que c'est ce qu'on a discuté tantôt, c'est sûr que ceux à qui je demande de porter les 2 orthèses, c'était un peu irréaliste de penser que les parents vont me payer 2 paires d'orthèses en 3 mois. Dans le fond, on a eu Dystrophie musculaire Canada qui a accepté de débourser, dans le fond, ce qui débourse généralement pour les jeunes qui veulent se faire financer une paire d'orthèses. Donc, ils ont accepté de débourser ce montant-là pour la 2e paire d'orthèses. Donc, les parents paient quand même la première comme d'habitude. S'ils ont des assurances, c'est remboursé comme d'habitude. Et la 2e est payée en partie par Dystrophie musculaire Canada. Puis, notre centre d'aide technique a accepté de débourser ce qui manquait, la balance. Donc, pour le projet, ça nous a facilité la vie pour ce projet-là parce qu'effectivement, je ne vois pas 2 parents qui auraient payé des orthèses 2 fois à 375 $. Fait que c'est pas très réaliste. Oui? Est-ce que vous avez un protocole de port progressif ou il tombe à temps plein dans le il y a le port progressif comme tous les ports d'orthèses, justement, parce qu'en plus, sont très différentes, les 2 orthèses. C'est que c'est sûr qu'on ne peut pas leur demander de les porter. Fait que dans le fond, on a un protocole de port. Là, la première journée, généralement, ils la portent très peu parce qu'on l'a essayé déjà pas mal, puis on demande à peu près 30 minutes la première journée. Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait quand on le laissait dans le corridor. Puis ensuite, ils doivent augmenter de 30 minutes à chaque jour. Puis dans la 2e semaine, là, ils les portent de façon continue. Là. À l'école, parce que c'est sûr que ces jeunes-là se promènent nu-pieds comme tout le monde, là, mais à l'école, ils vont les porter toute la journée à partir de la 2e semaine. Oui, c'est ça. On a jugé que la période de 3 mois était suffisante pour permettre à l'enfant au moins de s'habituer à l'orthèse. Puis ça nous permettait aussi d'éviter l'effet de la croissance parce que c'est quand même des enfants. Fait que si on s'était dit, si on garde ça sur du trop long terme, le jeune va avoir grandi aussi, puis on veut avoir les mêmes chaussures pour les évaluations. Ça posait problème s'il a grandi. Fait qu'en 3 mois, généralement, on n'a pas une très grande croissance. Puis ça évitait aussi l'effet d'évolution. On sait que c'est quand même une évolution lente, mais c'est sûr que si on évalue sur du plus long terme, là, on a aussi un effet d'évolution de maladie. Fait que pour éviter ça, on utilise le 3 mois.
De toute façon, dans la littérature, chez les charcots, ce qui a été utilisé avec les orthèses, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Je pense qu'il y a 2 auteurs qui publient là-dessus. Dans le fond, ce qui a été utilisé, c'est 1 mois, tout de suite, 3 mois. C'est ce qui a été vu. Fait que le plus qui a été utilisé, c'est 3 mois. On a quand même pris ce qu'il y avait de plus long. J'ai-tu passé? Oui. Donc, ce qu'on fait comme évaluation, on fait d'abord une analyse quantifiée de la marche. Qu'on fait à 2 reprises, qu'on fait suite au port de 3 mois d'orthèse classique, suite au port de 3 mois d'orthèse maximale, qu'on fait avec les orthèses et qu'on fait nu-pied. Éventuellement, on aimerait voir la différence aussi entre nu-pied et l'orthèse classique, puis nu-pied et l'orthèse maximale, parce qu'on se doute quand même que l'orthèse classique fait une certaine job aussi. Donc, on veut voir c'est quoi la différence. Fait qu'on fait aussi nu-pied. Ça, c'est notre laboratoire de marche. Donc, en fait, c'est sur le corridor de 10 mètres. On a les 12 caméras qu'on voit quand même un peu sur l'image, tout le tour, optoélectronique, qui, dans le fond, c'est le système Vicon, là, qui, dans le fond, enregistre nos jeunes. On a des plateformes qu'on ne voit pas sur cette image-là, qui sont encastrées dans le sol, des plateformes de force. Puis, on met aussi un système d'EMG de surface pour aller voir la musculature. Ça ressemble un peu à ça, une fois que le jeune est tout installé. C'est long, ça nous prend 1 heure. On s'améliore. On est rendu à 45 minutes, le dernier qu'on vient de faire. Fait que dans le fond, c'est ça. On met les marqueurs partout sur tout le corps. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de marqueurs au pied parce qu'on utilise un modèle de pied qui est l'Oxford Foot Model qu'on utilise, qui n'est pas le modèle habituel d'analyse de marche. Ça, c'est un modèle particulier pour le pied qu'on a utilisé parce qu'on voulait avoir un petit peu plus d'angle au niveau du pied. On voulait plus de détails que ce qu'on a généralement dans les analyses de marche. Dans le fond, les mesures qu'on prend, c'est les angles intersegmentaires du corps complet, mais on met un emphase sur les pieds. OK, je vais faire ça vite. Dans le fond, on regarde aussi les paramètres spatio-temporels de la marche. On va aller voir les mesures de moment de force et de la puissance générée aux articulations par les plateformes de force. Puis, on a le MG de surface qu'on fait au tibia antérieur, les fibulaires, les gastrocs latéraux, les droits fémoraux et les moyens fessiers, pour avoir une petite idée de ce qui se passe. On mesure la pression sous les pieds. On a le mat scan qu'on voit ici, qu'on fait nu-pied, qui nous donne une idée de la pression sous le pied statique et dynamique. Puis avec des semelles de pression qu'on installe entre l'orthèse et le pied, qui est le F-scan, qui nous permet de voir avec les orthèses c'est quoi la pression sous le pied. Ça donne ça comme un petit setting. Dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est la surface de contact, la répartition de la pression sous le pied, le déplacement du centre de pression sous chaque pied, puis la pression qui est appliquée à chaque endroit du pied. Là, je passe plus rapidement. Ça, c'est les petites vidéos. Si j'ai le temps, je les remontrerai après. Ça faisait juste démontrer le déroulement du pied avec les semelles plantaires, avec les semelles qu'on met dedans. On va aussi évaluer le contrôle postural sur plateforme de force pour évaluer la stabilité lors du port des orthèses, donc le déplacement du centre de pression, la vitesse moyenne du déplacement du centre de pression, les limites de la stabilité, avec la capacité du jeune à déplacer son centre de gravité dans 4 directions dans l'espace sans perdre équilibre, le temps que ça y prend pour accomplir ça, puis l'amplitude du déplacement du centre de pression. Ensuite, on fait aussi les mesures de pied que je vous ai montrées tantôt. On va aller voir la douleur. On a le Foot Health Questionnaire, la version française, qui est fait à 2 reprises, qui permet de voir la présence de douleur au quotidien, puis l'impact de la douleur avec les 2 types d'orthèses. Puis, on a aussi une échelle visuelle analogue qu'on fait avant et après le 6 minutes walk test qui est fait dans le laboratoire de marche pour avoir une idée de la douleur tout de suite lorsqu'on marche. OK, vite. Résultat préliminaire. En fait, ça, c'est la pression sous le pied. Ça, c'est avec les 5 jeunes qu'on a sorti les données pour le moment. Puis, c'est sûr que là, on n'a pas fait des calculs statistiques pour savoir ce qui était statistiquement significatif pour le moment. Ce qui ressort sur le tableau, ce qu'on veut obtenir, ça, c'est le déplacement du pic de pression sous le pied. Donc, ici, on a le latéral et le médial de l'avant-pied. Donc, ici, on aurait notre 5e méta, la tête du 5e, puis ici, on aurait la tête du 1er méta, qu'on peut diviser approximativement pour supposer que le 3e serait à peu près autour de 50. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est que dans le fond, que le poids se déplace et se retrouve, disons, environ entre 75 et 25-30 pour que le poids se soit retrouvé plus au niveau des 2e, 3e et 4e méta au lieu de 1er et 5e. C'est ce qu'on voulait remarquer. Jusqu'ici, on remarque quand même, en général, que les orthèses classiques font quand même une certaine job parce que pour la plupart des orthèses classiques, on était à peu près dans ce qu'on voulait.
sauf pour certaines qu'on remarque ici, qui sont vraiment sur les premiers métas, qui sont très hauts, ou celui-là qu'on remarque avec les orthèses classiques, ça changeait vraiment pas grand-chose parce qu'il était très, très, très sur son 5e. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on se retrouve plus au centre. Puis jusqu'ici, ce qu'on remarque avec nos orthèses maximales qui sont en bleu, on se retrouve quand même beaucoup plus souvent là où je voudrais être. Parce que dans le fond, au départ, on s'était focusé que sur le pic de pression. Mais le pic de pression, c'est bien beau, mais s'il a augmenté, ça apparaît pas bien. Sauf que s'il a augmenté, mais qu'il s'est déplacé puis qu'il s'est retrouvé à une place où je le veux, bien là, c'est un bon résultat. Fait que c'est pour ça que là, ce qu'on essaie d'analyser, c'est une façon de pouvoir le plus possible trouver, oui, mon pic de pression, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a diminué, mais où il s'est déplacé dans le pied? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il se retrouve autour du 2, 3, 4, ce qu'on veut dans un pied normal, ou est-ce qu'il est encore sur mon premier puis mon 5e? C'est ce que je cherche. Est-ce que j'ai réussi à avoir du poids sur mon talon ou j'en ai toujours pas? Fait que de savoir où ça s'est déplacé, cette pression-là. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est de rendre ça, dans le fond, ce que je montrais, là, le 50, de mettre ça un zéro un peu, de mettre notre zéro finalement entre le 2 et le 3e méta, puis d'essayer de voir à quel point on se rapproche du zéro. Ce serait ça la technique qu'on va essayer d'utiliser pour essayer de voir. Oui. Donc, ça, c'est nos images de pression sous le pied. Je vais passer rapidement parce que j'ai plus le temps. Mais ce qu'on peut observer quand même en général, si on regarde, bon, je vais passer vite, si on regarde ce pied-là. Ça, c'est un pied avec l'orthèse classique, de la pression sous le pied. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pression, oui, sur le 2, 3, mais beaucoup sur le premier, puis quand même sur le 5e. Ici, ce dont je suis très contente, c'est qu'on voit vraiment bien la forme de ce que j'ai fait. Ça, c'est le 2. On aurait plus du 2, 3, 4 en charge. C'est ce que je recherche à avoir le plus possible, d'enlever ça ici, puis ça ici. Je vais passer rapidement, là. Je vais vous montrer juste les plus intéressantes, ceux qu'on voit le mieux. Ceux-là, même chose. Souvent, on avait beaucoup de poids sur le premier méta. Chez la plupart des jeunes qu'on a vus, beaucoup de poids qui se retrouvaient, sur le premier méta et que là, on retrouve plus centré. C'est ce qu'on recherchait à avoir. Même ici, on voit, là, il faut qu'on normalise, il faut qu'on joue avec nos images un peu pour comprendre pourquoi des fois, il y a des petites affaires. Puis là, dans le fond, nos derniers pieds sont plus beaux aussi. C'est un système qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on s'est approprié. Nos derniers pieds sont beaucoup plus beaux, avec moins de trous dans nos images. Mais on voit ici quand même que le poids au niveau du talon était beaucoup plus antérieur au talon, puis que là, on a réussi à le ramener un peu plus postérieur. Même ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que la seule place où il y a vraiment du rouge foncé, c'est sur son gros orteil, ce qui n'est vraiment pas extraordinaire. Fait que ça veut dire que la majorité du poids est là. Ici, on a un peu de poids sur le latéral. Par contre, on retrouve beaucoup de poids plus réparti au niveau de l'avant-pied, mais surtout au niveau du talon, chose qu'il n'y avait pas du tout ici. Fait que c'est ça qu'on essaie de voir, puis dans le fond, on essaie de revoir, de chercher une façon, oui, de trouver le pic de pression, mais de surtout savoir ça s'est déplacé où, ça c'est la même chose. Mais en gros, le pic de pression, il s'est diminué pour 3 pieds, il est stable pour 3 pieds, augmenté pour 4 pieds. Par contre, sur les 4 pieds, il y en a 3 pour lesquels c'est vraiment positif, même si ça s'est augmenté, parce que le pic s'est déplacé des orteils 4-5, donc pas des métas, mais vraiment des orteils 4 et 5, autour de la tête du deuxième méta, ce qu'on veut, ce qui est vraiment plus positif. Du premier orteil à environ la tête du troisième méta, ce qui est aussi positif, qui s'est déplacé de la tête du premier, deuxième méta vers la tête du troisième, ce qui est aussi bon. Il y a juste celui-là qui s'est déplacé de la tête du premier, deuxième au premier orteil, que cela, il faudrait revoir notre confection d'orthèse parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là, mais c'est le seul, pour le moment, qui ressort comme étant moins positif. Donc, comme je disais, actuellement, on est limité au pic de pression, mais dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est évaluer vraiment notre surface de contact, puis diviser notre avant-pied en sections pour avoir une meilleure idée. Ça s'est-tu déplacé, ça s'est-tu diminué en général dans cette région-là ou augmenté en général dans cette région-là. C'est pas mal ça. Puis je vais juste faire mes petits remerciements parce que je sais que j'ai dépassé mon temps. Je les remercie. Bien, c'est sûr le conseil multidisciplinaire du CHU Sainte-Justine qui m'a accordé une bourse pour le projet. Audrey Parent, qui est la stagiaire au doctorat, qui travaille vraiment souvent avec moi. Laurent, qui est chercheur au centre de recherche du CRME. Monique, qui est physiothérapeute au CRME, qui fait les évaluations avec moi. Puis Julie Leduc et Luc Archambault, qui sont les techniciens en orthèse-prothèse avec qui je travaille pas mal tout le temps pour faire mes orthèses.
Bon, la question, il faut que je la répète parce que, que ce soit dans le micro. La question, en fait, c'est de savoir si le pied glisse, dans le fond, dans l'orthèse, étant donné qu'on positionne un biseau au niveau de l'avant-pied, qui est, dans le fond, plus grand au 5e état puis moins grand au 2e. Non, ça ne glisse pas. Dans le fond, c'est sûr que c'est très bas, hein, c'est minime, là. C'est ce qu'on positionne généralement au niveau de l'avant-pied. C'est pas ça, c'était pour vous donner une image, là, mais ça ressemble généralement à quelques millimètres. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça n'a pas cet impact-là. Ça, c'était juste pour que ça soit plus visuel sur la présentation. Oui. C'est ça. On fait que ramener le sol. Comme le pied est déjà déformé dans cette position-là, de toute façon, il y a comme besoin finalement qu'on y positionne ça pour être plus confortable. Mais non, il ne glisse pas dans l'orthèse. Puis c'est sûr que l'orthèse est aussi dans une chaussure. Fait que la chaussure joue quand même un rôle. On demande aux patients d'acheter des chaussures adéquates. Puis on leur demande que ce soit des chaussures qui sont rigides, qui ont des caractéristiques particulières, justement parce que l'orthèse ne peut pas faire sa job si la chaussure n'a pas d'allure. D'autres questions? C'est bon? Merci.